Voilà, nous sommes donc à la chronique politique. Bienvenue. Merci de nous suivre avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Agapit. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très bien. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre donc la journée des enseignants, une journée qui a été initiée depuis quelques années. C'est la 28e édition d'ailleurs par l'OIT, l'UNESCO, pour se rappeler de ces enseignants qui exercent un métier noble, un métier sacerdotal. Au Bénin, le thème retenu est bien sûr le rôle de l'enseignant dans le contexte de Covid-19. Un défi donc pour l'enseignant Agapit Napoléon Maforican. Est-ce qu'au regard de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, on pourra dire que le statut de l'enseignant béninois aujourd'hui est amélioré, l'enseignant béninois est mieux payé aujourd'hui? Vous posez une grande question. S'il est mieux payé, sans doute oui, qu'hier, puisqu'il y a eu les évolutions normales de carrière, il y a les améliorations du statut, au moins on a quitté le statut bâtard de vacation, donc d'anciens vacataires, et au moins à un statut beaucoup plus intermédiaire, où ils sont avec l'État, ils ont un type de contrat qui leur permet donc d'évoluer vers la fonction enseignante, si tant est que ils tiennent à y rester. L'État dispose aujourd'hui au moins de leurs fichiers qui leur permettent donc de faire carrière, même si ils auraient bien souhaité être directement pris en charge. Parce que bon voilà, c'est vrai que le système d'aujourd'hui ne leur permet pas d'être pris en charge à 100%. Je ne parle pas des permanents, hein, je parle de ceux qui ont les aspirants, l'aspirana. Donc, ils ont un système de prise en charge qui n'est pas, qui n'implique pas les 12 mois. Et ça fait partie un peu des débats, de leur point d'achoppement, de l'échange qu'ils ont. Et là, il grogne beaucoup là-dessus. Oui, absolument, absolument. Les 2 mois qui sont laissés. C'est 2 mois importants, il faut le dire, du point de vue social, c'est quand même 2 mois. Il faut bien assumer les 2 mois. Au même moment, l'État fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation, assurer les formations, organiser les concours, pour rehausser leur niveau et mettre à leur disposition tout l'appareil de l'État, toute la technicité et justement l'accompagnement nécessaire pour leur permettre donc d'assumer cette fonction avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. Avant, c'est un système totalement où ils étaient laissés pour compte, où c'est au bon vouloir des parents d'élèves et des chefs d'établissement qu'on les prenait en compte. Donc, on peut dire, oui, que le statut de l'enseignant a beaucoup évolué, a évolué positivement, mais il reste encore sans doute beaucoup de choses à faire comme dans d'autres domaines, mais c'est vrai, l'enseignant, on a beau le dire, on ne le dira jamais assez, c'est le formateur, c'est celui qui fabrique l'homme de demain. Il prend le relais de ce que les parents font. Donc, vous avez un enfant qui est né, est pris en charge pour son éducation, d'abord par le cercle familial. Donc, le cercle familial et d'alentour, c'est le premier niveau d'éducation. Mais après, il y a le niveau scolaire qui permet à l'enseignant donc de façonner l'homme de demain à travers l'instruction nécessaire. Si les règles de biosciences, les règles de la vie, les premières règles élémentaires de la vie sont données par la famille, les règles donc de l'instruction, l'acquisition de la connaissance et la connaissance l'ivresse comme la connaissance technique proviennent plutôt de l'enseignant, de l'école. L'école est sanctuaire autant que la chapelle, disait Victor Hugo. Et celui qui célèbre, si à la chapelle, on a le vicaire. Je pense à l'école, c'est plutôt le prêtre qui y est et c'est l'enseignant qui prend donc le relais au niveau de l'école et qui fait un travail énorme. Donc c'est tout à fait normal que son statut soit regardé de près et il est souhaité, il a salué cette journée qui lui est dédiée et qui leur permet donc de la célébrer. Je le dis d'autant plus que je suis fils d'enseignant aussi. Côté, j'ai eu beaucoup d'enseignants autour de moi, Oui. papa comme maman, et voilà, donc tuteur. Je pense que j'ai baigné dans ce monde et je sais combien ils travaillaient puisque
très jeune, j'étais obligé aussi d'accompagner la rédaction des cahiers de textes, certains contrôles, l'alignement, les classements. Il fallait les classer pour que mon tuteur ou mon oncle, chez qui j'étais, soit arriver à les copier, parce que parfois c'est 35, 40, 50 cahiers. Il fallait faire les copies, remplir copie, écrire calcul, écriture, et préparer tout ça, et envoyer le cahier de texte au directeur pour qu'il valide, et pour que le lundi ou bien le jeudi, l'enseignant soit en mesure de dérouler son cours. Et quand vous êtes directeur d'école, c'est encore un autre niveau. Donc je parle de l'instituteur, je parle pas, parce que quand on parle de l'enseignant, c'est beaucoup plus large. Quand on parle de l'instituteur, le premier travail vient de lui, et on doit pouvoir, au sein de la grande classe des enseignants, je pense qu'il faut tirer une révérence pour les instituteurs qui abattent le plus gros lot, qui abattent le plus lourd des tâches, le plus costaud du travail à faire. Ça, oui. Hein. Les autres, on minimise pas ce qui est fait, mais déjà au collège, vous êtes déjà quelqu'un, vous êtes déjà un homme en devenir, mais à l'école primaire, il faut déjà qu'à la maternelle, on vous gère des caprices, les pleurs, et les besoins ici et là, et puis bon voilà, quand vous êtes à l'école primaire, il faut gérer vos premières écritures en bâtonnier, en rond, en demi-rond, en cercle. Et après, bon, voilà, vous imaginez tout le chemin qu'on parcourt pour que vous soyez là et que vous soyez aussi. Donc, salut aux enseignants. Alors, très bien. Voilà. Alors, au regard de tout ceci, oui, il y a assez d'efforts qui sont consentis pour les enseignants, oui, et les réformes en l'occurrence, ce qui leur a permis aujourd'hui, peut-être ils doivent s'en réjouir, de mieux se concentrer sur le travail à faire à tous les niveaux pour qu'on ait les résultats qu'on a aujourd'hui à la Napoléon Mafoïka. Oui, vous savez... L'orientation politique. Oui, justement, j'en ai parlé. Oui. Vous savez, il est loin ces temps où tout homme était, tout cadre devrait être enseignant. Mais au moment où on disait que tout cadre était enseignant, c'était au moment où on en avait besoin. Parce qu'il fallait rapprocher l'école du village. Et c'est pas comme la chapelle devrait l'être pour qu'on diminue le nombre de mécréants. Hein. Au même moment, il fallait diminuer le nombre des incultes. Et la question de la culture passe par l'école. Donc, au lieu que les gens marchent sur des kilomètres, ou bien que l'école soit réservée à une élite, hein, on a voulu, notamment sous la Révolution, rapprocher l'école de la famille, l'école donc du village. Et dans un village, vous avez 2 ou 3 écoles tout au monde. Donc, il faut beaucoup d'enseignants. Ces enseignants n'existaient pas. Alors, il y a eu la formule dans l'école nouvelle de permettre aux bacheliers donc, de suivre une formation militaire et d'aller servir en service militaire patriotique, idéologique. C'était le service patriotique, idéologique et pré-militaire. Voilà. Parce que bon, c'est un service pré-militaire qui permet aux volontaires donc d'aller servir dans les établissements scolaires, notamment primaires comme secondaires, voilà. Et qui permettait à des jeunes bacheliers donc d'aller enseigner. Ils n'ont peut-être pas la grande notion, ils n'ont peut-être pas la grande pédagogie, ils n'ont peut-être pas la vocation de l'enseignant, mais comme l'école nouvelle ne visait pas nécessairement à former les accoris, l'école voulait simplement fabriquer l'homme. Donc, au cours primaire, on sait ce que vous devez savoir faire. On ne peut pas dire que ces enseignants manquaient à leur devoir. Au cours secondaire, également, ils ont un bac spécialisé, donc, soit en littéraire, soit en économie, soit en mathématiques, soit en SVT. Donc, ils choisissaient les matières qui étaient proches de... Ce qui manquait à ces enseignants, c'était la pédagogie. Et ça a beaucoup joué peut-être vers la fin du système. Donc, de ce moment-là à aujourd'hui, l'école a évolué. C'est cela. Il y a eu la question donc de leur ancrage, la question donc de leur statut, la question, il fut même un temps où on parlait donc de les regrouper, donc de les, comment, il y avait les contractuels? Non, pas les contractuels, les enseignants, de les regrouper, que leur statut ne soit plus directement géré par la fonction publique, mais que leur statut soit carrément géré au niveau donc du ministère. Le décrochage, maintenant l'expression, le décrochage, parce que c'est ce qui permettait de les décrocher donc du ministère de la fonction publique, qui gère tout le statut de l'enseignant, de la fonction publique. Or, les enseignants, ils étaient pratiquement déjà, si je ne me trompe, plus de la moitié déjà à l'époque. C'est vrai qu'avec le système de non-recrutement systématique, le nombre s'est
considérablement réduit. Et ça a permis peut-être, ça a ouvert la vanne à des systèmes un peu bizarres comme les vacations et autres, comme les anciens contractuels au statut non maîtrisé. Ils devraient vraiment subir un certain nombre donc, de situations. Depuis 6 ans, ça se remet en place. On se rappelle en 2000, en 2009 ou en 2008, quand on a reversé d'affilée 11 000 enseignants vacataires dans l'école. Le statut a fait l'objet de longues discussions, de longues revendications. Absolument. Je pense que le gouvernement de Patrice Talon a dû gérer cette question jusqu'en 2018-2019. Donc, ça vous dire que la question enseignante est une question fondamentale, sensible, délicate, difficile, que nos gouvernants n'ont pas toujours géré avec beaucoup de succès. Mais ils ont toujours essayé quand même de le faire d'une manière ou d'une autre. Depuis 3-4 ans, je pense qu'on est peut-être en train de sortir du bout du tunnel, mais à quel prix? Ça a été vraiment la croix et la bannière. Et je crois que la question donc de l'aspirana, regardez tout ce que ça a créé comme mécontentement dans certains camps. Il fallait qu'on jauge leur niveau, qu'on les renforce en capacité, mais il y en a qui n'en voulaient pas. Bref, c'est un monde un peu difficile. Il leur fallait bien une journée, mais au-delà d'une journée, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il se crée beaucoup plus de dialogue entre les autorités politiques et le monde enseignant. Heureusement, la question de la grève a été beaucoup managée, oui. Mais maintenant, je pense qu'il est important qu'au niveau donc du corps enseignant, donc à partir du moment où les menaces de grève, les saisines de copies, les chantages sur la rentrée scolaire, maintenant que tout ça là est passé, on en a fini avec, je pense qu'il faut maintenant qu'il se crée, que s'instaure un dialogue franc entre les gouvernants et ceux qui leur servent de relais dans les écoles. En ce temps de Covid, et c'est le thème de la journée, je pense que les enseignants jouent également un grand rôle à côté du personnel de santé. Je pense qu'on doit pouvoir saluer le rôle que jouent les enseignants, même si on ne doit pas oublier le même rôle des médias. On en parle très peu. Je pense qu'il est important de saluer le rôle que jouent les enseignants et donc de demander toujours ce dialogue entre le pouvoir public et eux. Oui, François Zavinement, oui. Oui, juste pour revenir sur la narration faite par le consultant politique, il faut dire que la fonction enseignante l'éducation a été l'une des victimes expiatoires des programmes d'ajustement structurel parce que c'est ça qui pesait sur les budgets. Donc la Banque mondiale, le FMI, c'était une exigence. Il fallait dégraisser le mammouth pour user d'une expression bien française de Claude Allègre, le ministère de l'Éducation, qui n'était pas loin de mammouth. Donc, et depuis, les gouvernements successifs, et c'est partout en Afrique subsaharienne, essayent quand même de trouver des voies et moyens. On a trouvé beaucoup de rustines, contractuels, vacataires, ainsi de suite, pour essayer quand même, parce que évidemment, il n'y a jamais assez d'enseignants, il n'y a jamais assez de salles de classe, ainsi de suite. Donc on est dans un processus de rattrapage depuis au moins les années 90. Mais je peux dire, à part la zone de tension 2017, début 2018, je pense quand même le gouvernement et l'interface des enseignants, les syndicats sont arrivés quand même à un mécanisme de dialogue assez franc qui permet aux gens de mettre les problèmes sur la table et au gouvernement de dire franchement, nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons faire ça à la rentrée prochaine, nous allons pouvoir faire ça à telle rentrée. Je pense que au regard des différentes rencontres qu'il y a eu avant la rentrée et ce qu'on a eu la semaine passée, je pense quand même on a un discours franc entre les enseignants et le gouvernement. D'ailleurs, sur les 2 derniers mois, le gouvernement, je pense, a montré qu'ils ne sont pas en capacité de le faire maintenant. Mais je pense que ce n'est que rendez-vous est pris. Et vous pouvez aussi remarquer la sollicitude du chef de l'État par rapport aux enseignants, parce que quand la dernière fois, en 2019, ça chauffait avec le ministre, lui-même a voulu les voir directement pour essayer d'arrondir les angles, échanger. Donc je pense qu'il y a une relation quand même de confiance entre les enseignants globalement, parce que
c'est évident que ce sont eux qui sont la pierre angulaire de tout ce que nous constatons aujourd'hui comme réussite dans l'éducation en général. L'autre chose à ne pas occulter dans les efforts du gouvernement actuel, c'est bien sûr la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, des enseignants sont en train d'être formés pour servir de relais, venir dupliquer tout ce qu'ils ont appris. Ça, c'est l'effort du gouvernement et c'est au profit même de l'enseignant qui acquiert désormais une formation technique pas comme les autres et qui doit rejaillir sur les apprenants rapidement. Et ça, c'est le rôle de l'État qui le joue si bien. Donc, lorsqu'on a fini de régler les problèmes de statut, les problèmes de conditions de vie et de travail, on entre dans la philosophie, on entre dans la politique, on bâtit la stratégie. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis 2018-2019, comme le disait François Xavier, lorsqu'on a extirpé donc des relations, tout ce qui fâche, même si tout le monde n'est pas contenté, mais on passe à une autre étape qui est celle de l'acquisition de la connaissance. La connaissance à acquérir et à dupliquer après soi-même et à transmettre aux enfants. Je pense que nous passons à une autre étape et dont les résultats des examens que nous constatons ne sont pas en dehors de ce dispositif-là. C'est un package qui implique effectivement la restructuration qui a été faite, la mise à disposition des moyens, des connaissances. On y est. Et donc, l'étape finale, c'est le transfert de sa compétence, de sa connaissance aux apprenants qui eux-mêmes doivent pouvoir acquérir ces notions pour être en mesure d'être opérationnels, d'être fonctionnels, d'être employables immédiatement donc, dès qu'ils terminent. L'importance que donne le gouvernement à l'enseignement technique et professionnel et surtout à l'adéquation de la formation et l'emploi au regard de l'évolution actuelle du marché, c'est naturellement tributaire de la qualité des enseignants que nous avons. Et donc les renforcer en leur matière, notamment au niveau de l'enseignement technique, au niveau de l'enseignement secondaire, est une bonne chose, d'autant que, comme je vous disais tantôt, lorsqu'on a quitté le primaire, la maternelle et le primaire, nous passons à l'étape supérieure, où il est question, là maintenant, de se mettre en pole position pour pouvoir bénéficier du niveau requis de connaissances et être en mesure de l'assimiler et d'approcher peut-être l'objectif que l'on vise ou que les parents visent pour vous. Il n'est plus question de l'instruction de départ, il est question maintenant de connaissances à acquérir. Et là, c'est notamment l'enseignement secondaire qui sert un peu de lien, de couloir entre les notions de base de l'école primaire et donc les notions générales et peut-être plus supérieures qui arrivent. Les supérieurs qu'on n'a pas oubliés parce qu'il ne faudrait pas les oublier aussi, les supérieurs et les anciens. On ne les oublie pas. Je pense que le recteur, c'est sur une émission que j'ai vue tout à l'heure, le recteur actuel de l'université d'Abodabo Mekalavi a quand même rendu hommage au travail fait que font les enseignants du supérieur. Et, je pense qu'il n'y a pas meilleure voix que celle de leur premier responsable pour le voir, pour le dire. Nous aussi qui sommes passés par là et qui peut-être traînons encore de temps à autre par là, on sait tout de même quand même que le travail qu'ils font. Mais là, comme je le dis, nous rentrons, quand vous êtes au supérieur, nous rentrons là dans la politique de l'emploi. Et ça, le recteur l'a dit encore dans l'émission, enfin dans l'interview qui est passée sur le télé, que oui, c'est bon, on forme, mais les entreprises qu'on a n'arrivent pas à consommer. Donc nous rentrons dans une autre... Vous voyez, on n'est plus au primaire, où il est question des notions de base, de l'instruction. On n'est plus au secondaire, où il est question de passer les connaissances. On est maintenant au supérieur, où il est question d'être prêt pour l'emploi. Encore, et donc le diplôme. Et une fois le diplôme acquis, il faut bien être utile pour l'emploi. Et là encore, on revient à la qualité de l'enseignant qu'on a eu au départ. Quelle est la politique de la formation? Là maintenant, ce n'est plus la politique de l'enseignement, là, c'est la politique de la formation. L'université forme normalement pour les postes pointus. L'université forme pour être responsable à un niveau plus supérieur, dans la mesure où, avec le LMD, vous sortez avec une licence tout au moins, et
la licence fait cadre A3, si je ne me trompe, dans ce qui existait. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes agent de conception, agent d'exécution. Vous êtes quand même à un niveau où vous pouvez déjà concevoir au départ, même si vous l'exécutez. Et après la licence, vous passez au master, qui est quand même le niveau suprême au niveau de la formation professionnelle. Puis après le master, il n'y a plus rien au-dessus. Lorsqu'on est dans la formation professionnelle, le niveau master, c'est l'ingénieur, c'est l'administration civile, c'est le diplomate, tout ça, c'est le niveau master, c'est la haute fonction de la fonction de l'administration centrale. Après, il y a l'enseignement supérieur, il y a le niveau de recherche, qui est le doctorat, mais qui permet peut-être d'aller à l'université et donc de suivre un autre circuit, qui lui est beaucoup plus dans la recherche. Donc bref, c'est pour dire quoi? Pour dire que ici, quand on parle de la journée de l'enseignant, on gravit, on égrène ces trois étapes, on voit comment ce monde est large, et peut-être qu'à l'intérieur de la journée, il va falloir peut-être réserver à chacun peut-être encore de demi-journée ou des heures d'hommage. Oui. Et là, tout ce qui compte au-delà de tout ça, c'est la politique de l'enseignement. Et ça, je pense que nous y sommes à travers les efforts qui ont été faits au niveau de l'enseignement primaire, mais nous y sommes également à travers la nouvelle politique gouvernementale en matière de l'enseignement supérieur. Les réflexions sont carrément lancées. Le chef de l'État, en prenant fonction, après sa réélection, a été à cerner l'enseignement supérieur comme un secteur qui mérite des réformes pour que l'employeur, pour qu'on forme des gens, des Béninois de demain qui soient prêts à l'emploi. Et là également, je pense que son discours n'a pas été lettre morte, puisque l'une des premières actions après ce nouveau mandat, c'est justement les réformes au niveau du budget de l'enseignement supérieur. Donc, nous y sommes. Je pense que toute la chaîne de primaire à l'université a impacté, et nous espérons il est espéré que d'ici la fin d'ici quelques années, que l'on ressente effectivement les fruits de ces différents efforts qui sont faits, et ce sera l'avantage aussi bien du gouvernement, mais surtout de l'enseignant qui est au début et sans doute à la fin de cette politique. Très bien. Merci Agapite Napoléon Maforican. Nous allons vous retenir encore quelques minutes pour parler de Arena. Et là, nous sommes dans la partie sud-est de la France, Arena, dans Montpellier, qui accueille dès jeudi prochain, bien sûr, le sommet France-Afrique, un sommet pas comme les autres, dans un style carrément nouveau, pas de chef d'État, d'autorité institutionnelle, rien que des chefs d'entreprise, des jeunes, des artistes, des chercheurs, tout ce monde pour repenser la nouvelle politique. Alors, Agapite Napoléon Maforican, cette nouvelle option visée, quelle compréhension avez-vous de cette nouvelle option qui est désormais prise par rapport à ce sommet France-Afrique? Au risque de me contenter les débatteurs qui doivent prendre le plateau, je propose peut-être qu'on revienne en détail un peu sur ça demain. Mais déjà, oui, c'est déjà de rectifier ce qu'on disait hier que oui, la France a pu comprendre que le sommet France-Afrique tel que innové en 73, conduit dans les années 80-90, ne peut plus continuer sur la même lancée. Et donc, contrairement à ce qu'on disait hier, il n'y aura pas de chef d'État, il n'y aura pas de chef de gouvernement, il n'y aura pas de politique, il y aura que... On parlera jeunesse, on parlera entrepreneuriat, on parlera stratégie, on parlera emploi, on parlera perspective. En fait, c'est une France qui veut se repositionner avec la jeunesse africaine, les chercheurs africains, les entrepreneurs africains. Ce qui veut se positionner sur l'avenir, c'est peut-être une nouvelle France avec une nouvelle jeunesse, avec un nouveau monde africain. Très bien. Dans le cadre des perspectives nouvelles qui s'offrent aussi bien à la France qu'à l'Afrique. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que nous disions hier, par rapport à cette vieille France dépassée par les événements, en perte de vitesse, aussi bien sur le continent africain qu'ailleurs. Et donc, je pense que Macron et son entourage ont pu effectivement faire ce bilan-là. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ils ont dû approcher les mêmes résultats que nous, les mêmes craintes et l'orientation donnée à ce sommet du 8 octobre dans le Midi français. Je pense que ça leur permettra de bâtir
un nouveau partenariat avec une nouvelle catégorie d'acteurs africains. Et ça, il faut qu'on trouve le temps d'en parler. Un peu plus, voilà. Très bien, oui, des thèmes très intéressants qui sont donc au programme. Nous aurons certainement la chronique politique de demain pour y revenir plus amplement. Agapite Napoléon Maforican, merci d'être venu. Merci de nous accorder de votre temps pour cette chronique. Le plaisir est total et permanent. Merci. Ainsi prend fait la chronique politique de ce jour.